Debout, Watson. Debout. La partie est commencée. Habillez-vous et venez. Eh bien, si vous me mettiez enfin au courant, Holmes. Volontiers. Abbey Grange à Marsham dans le Kent, 3h45. Mon cher monsieur Holmes, j'ai le plaisir et l'honneur de porter à votre connaissance une affaire qui devrait se révéler exceptionnelle et sauf avoir fait donner à Lady Mary les soins nécessaires et fait venir le docteur, j'ai veillé à ce que soit préservée chaque chose en l'état actuel, mais ne perdez pas un seul instant car il nous sera difficile de laisser Sir Eustache sur place. Cordialement, Stanley Hopkins. Ah. L'inspecteur Hopkins. Il vous a déjà alerté à plusieurs reprises et chacune des affaires s'est révélée extrêmement intéressante. Et vous les avez, je présume, aussitôt épinglées dans votre précieuse collection. Vous avez le don, cher ami, de sélectionner les cas les plus rares. Merci. Mais il y a néanmoins dans la façon dont vous les relatez des choses qui me choquent. Comme cette habitude, pour ne pas dire manie, de tout considérer du point de vue sociologique qui ruine en fait ce qui aurait pu être purement scientifique et instructif sur le plan de l'utilisation de la logique. Pourquoi ne pas le faire vous-même? Je le ferai, mon cher Watson, je le ferai, quand viendra l'âge du déclin. Mais aujourd'hui, il s'agit d'abord d'élucider un meurtre. Un meurtre? Il y a d'abord ce monogramme et les armoiries. Une adresse qui rappelle l'époque de la dissolution des monastères. Le grand monde, Watson. Brackenstall. Sir Eustache Brackenstall. Que savez-vous de lui? On a parlé de lui dans la chronique il y a une huitaine comme de l'homme le plus riche du Kent. Watson, vous êtes un puits de science. Vous pensez qu'il est mort? Je crois qu'il est mort assassiné. Hopkins n'est pas quelqu'un d'émotif. Son écriture dénote une certaine agitation. Alors c'est sûrement urgent. Vous croyez qu'il aura gardé le corps à votre disposition? Je crois surtout que nous allons constater que la lignée des Brackenstall est désormais éteinte.
Je vous remercie d'être venu, monsieur Holmes. Et vous aussi, docteur. Inspecteur. Et vous voudrez bien me pardonner, monsieur Holmes. Vous pardonnez quoi, Hopkins? Je n'aurais pas dû vous importuner. Lady Mary étant revenue à elle, elle nous a donné des détails sur cette affaire qui ne laissent place à aucun doute. Vous vous souvenez de la bande de Lewisham? Le trio Randall. C'est cela même, oui, composé du père et de ses 2 fils. C'est leur œuvre, j'en ferai le pari. Ils ont déjà opéré voilà 15 jours à Sydenham. C'est exact. Des témoins ont donné leur signalement. C'est très audacieux de recommencer aussi vite et aussi près, mais ils sont comme ça. Cependant, cette fois-ci, ils risquent la potence. Buckenstall est donc bien mort. Eh oui, docteur. Il a eu le crâne littéralement défoncé dans la grande salle à coups de tisonnier. Et Lady Mary? Sont-ils allés dans la salle à manger? Non, pas encore, William. Je suis impatiente que l'on en finisse, messieurs. Qu'est-ce que c'est que cela? Vous avez été également blessé au bras, madame? Ce n'est rien. Cela n'a aucun rapport avec cette chose affreuse. Veuillez vous asseoir. Je crois de mon devoir de vous informer de certains détails au sujet de Sir Eustache. Vous serez immanquablement au courant de rumeurs qui sont répandues par des gens de peu de foi. Et cela me ferait peine de savoir que sa mémoire risquerait fort d'en pâtir. Sir Eustache buvait. Enfin, pas de façon régulière ni constante, au point de détruire notre vie conjugale, ou bien encore de nuire au bon exercice de ses nombreuses activités. Il n'empêche que le vice dont il souffrait lui faisait vraiment honte. Il s'en voulait terriblement de me déplaire. Et quand il s'enivrait, il avait la délicatesse de s'enfermer chez lui jusqu'à ce que les buées de l'alcool se soient dissipées. Cela me désespérait bien sûr quand cela arrivait. Mais comme je viens de vous le dire, il ne voulait pas que je sois témoin de sa déchéance. J'en éprouvais même une certaine gratitude. Et pas seulement de la pitié. Est-ce que vous voyez, messieurs, ce que je veux dire? J'ai rarement entendu un cas aussi clairement exposé. Et avec une telle compassion, madame. Je vais aller plus loin encore. Je vais vous faire un aveu. J'étais, dans une certaine mesure, reconnaissante à mon mari pour son vice. Que voulez-vous dire? J'ai passé la plus grande partie de ma vie en Australie du Sud, en pleine région de vignobles, à côté d'Adélaïde. Et depuis ma prime jeunesse, j'y ai vécu avec mon père. Ma mère était morte. Et si j'ai une mère, c'est bien ma fidèle Teresa. Je menais une vie très libre. Et ce fut pour moi très difficile de m'accoutumer au mode de vie anglais et de devenir la maîtresse d'une telle maison. Alors je me suis dit que si je faisais preuve de compréhension et d'indulgence envers mon mari, il me ferait grâce de son côté pour certaines lacunes dans mon comportement. Je ne m'étais pas trompée. Je vois. Je vais vous parler d'hier soir. Eustache s'est retiré vers 2h15. Les domestiques étaient allés se coucher. Où loge-t-il? Dans l'aile droite. Il n'y a que mon mari, Teresa et moi-même qui dormons ici. Les serviteurs ne pouvaient rien entendre. Vous étiez allé vous coucher, vous aussi? J'étais dans ma chambre, mais je ne me mets au lit que lorsque madame est couchée. Merci. Je lisais un livre. Dans cette pièce même. J'avais pris l'habitude de faire le tour de la maison, par mesure de sécurité.
Je ne pouvais pas laisser cette responsabilité à mon mari, vous devinez pourquoi. J'ai inspecté successivement l'armurerie, la cuisine, l'office, la salle de billard, le grand salon et enfin la salle à manger, dont les rideaux étaient tirés. Ce qui s'est passé ensuite est encore un peu confus. Je me suis approchée des doubles rideaux et je me suis trouvée face à face avec un inconnu, un homme très fort, d'un certain âge. Pendant un moment, nous nous sommes regardés dans les yeux et deux autres hommes sont apparus ensuite. Il s'est avancé vers moi. Il m'a frappée et j'ai perdu connaissance. Ce fut alors que mon infortuné mari pénétra dans la pièce. Et ils lui firent subir le sort que vous savez. J'ai dû perdre connaissance une seconde fois, je suppose. Ce qui s'est passé est si flou. C'était comme si je flottais entre deux eaux, vous comprenez. Mais je me souviens qu'ils ont emporté les objets précieux qui se trouvaient sur place et qu'ils ont bu une bouteille de Porto qu'ils avaient apportée avec eux. Celui qui m'avait frappé avait une grande barbe. Et les autres étaient plus jeunes et d'aspect moins rude. Après avoir vérifié si j'étais bien attachée, ils sont enfin partis avec leur butin. Par qui fut donnée l'alarme? Madame tardait à monter. Elle m'avait pourtant dit qu'elle se coucherait avant minuit et je suis descendue au cas où elle se serait endormie en lisant. Ce qui arrive de temps à autre. Et j'ai trouvé là la pauvre enfant comme elle vous l'a dit. Et son mari allongé là avec du sang et de la cervelle partout. Un tableau à faire perdre ses esprits à n'importe quelle femme. Et elle, bâillonnée, ligotée, ses vêtements souillés. Elle s'est montrée très courageuse. Qu'on s'appelle Mary Fraser d'Adélaïde ou Lady Brackenstall d'Abbey Grange, on sait faire face. Vous devriez maintenant la laisser en paix. Quand Lady Mary et sa suivante ont-elles quitté l'Australie? Il y a 18 mois, monsieur. Son père voulait qu'elle parcourt l'Europe. À la chasse au mari, sans doute. Pauvre femme, cela s'est bien mal terminé. Ce n'est pas beau à voir. Ah oui, ce n'est pas joli. On n'a touché à rien. Qu'est-ce que vous en pensez, Watson? Vous croyez que... Monsieur, faites ton, mon cher. On lui a porté le coup avec une rare sauvagerie, Un seul coup? à première vue. Un coup très violent porté de face, regardez. Il a frappé là, derrière l'oreille. Il a enfoncé l'os pariétal gauche sous un angle tel que les débris se sont engourennés avec l'os frontal. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Un homme très puissant, l'aîné des Randall. Et réputé pour sa violence, monsieur. Il a sans aucun doute laissé sa marque. Ce qui m'échappe, c'est pourquoi Randall a pu commettre un acte pareil, sachant que la femme de la victime pourrait donner de lui un signalement suffisamment précis. Oh, il arrive qu'il se passe dans le cerveau des criminels des réactions imprévisibles, comme on peut d'ailleurs en trouver chez quantité d'autres personnes. Tel avare, par exemple, qui fait en secret la charité. La violence de Randall peut donc avoir ses limites, ce qui l'a fait hésiter à tuer une innocente de sang-froid.
Bien, il est possible qu'il ait pu croire qu'elle ne l'avait pas nettement vu. Mais comment cela? Elle a nettement dit qu'ils s'étaient dévisagés l'un et l'autre. Mais c'est elle qui tenait le chandelier. Ce que Randall voyait, c'était une silhouette aveuglée qu'il était par la flamme. Le visage derrière était comme une sorte de masque. Et peut-être aura-t-il manqué de son côté d'imagination et cru qu'elle ne le voyait pas non plus. Sans réfléchir davantage, il a donc décidé de l'assommer. Bon moyen de résoudre le problème. Watson, puis-je vous demander d'examiner le tapis? Pourquoi donc? Pour chercher des traces de cire, mon cher. De cire. Et cette sonnette est, elle aussi, une sorte de mystère, n'est-ce pas, inspecteur? Quand on a arraché le cordon, la sonnette aurait dû retentir au tableau. Personne n'aurait pu l'entendre de là où est Et l'office. comment les cambrioleurs le savaient-ils? Ah oui, c'est vrai, monsieur Holmes, c'est vrai. C'est une question que je me suis posée aussi. Enfin, soit qu'ils aient eu connaissance de la maison, ou qu'ils aient pu avoir des contacts avec un des serviteurs. Un de mes hommes est en train d'interroger le maître d'hôtel à ce sujet. Inspecteur, vous avez décidément pensé à tout. Merci, monsieur Holmes. Holmes, venez voir. Regardez ceci. Une goutte de cire de bougie et une trace de laine brûlée. Invisible, mais laissant une odeur caractéristique. La jeune femme est tombée ici. Et Randall aura dû relever immédiatement le chandelier. Je suppose que c'est là qu'ils ont pris un verre de quelque chose. Du Porto, pour se remettre de leurs émotions. Est-ce que Lady Mary a dit qu'il s'était servi de ce tire-bouchon-ci? Non, monsieur, elle était inconsciente quand ils ont débouché la bouteille. Je m'en doutais. On l'a débouché avec un tire-bouchon faisant partie d'un couteau de poche. Vous remarquerez que l'on s'y est repris à 3 fois pour parvenir à l'extraire avec un tel instrument. Celui-ci, plus long, aurait pu le transpercer, l'extirper en une seule fois. Quand vous aurez arrêté le meurtrier, vous trouverez un couteau suisse multilame en sa possession. Bravo, monsieur Holmes. Ces 3 verres me posent un problème, je dois l'avouer. Est-ce que Lady Mary a dit avoir vu les 3 hommes boire le vin de cette bouteille? Oui, monsieur, elle l'a explicitement déclaré. Eh bien, il n'y a rien à ajouter. Nous allons en rester là. Mon cher Hopkins, quand on possède les capacités spéciales et les dons extraordinaires de Sherlock Holmes, on peut être encouragé à rechercher des explications compliquées là où une plus simple suffirait. Prévenez-nous quand vous aurez arrêté les Randall. Pauvre Holmes, vous devez sûrement vous sentir dans la situation d'un spécialiste consulté pour une simple rougeole. Très décourageant. Il faut y retourner. 3 verres. Watson, nous avons été distraits de notre attention par la beauté de cette jeune personne. La beauté est une bonne chose, mais sous de jolis traits peut se cacher le mensonge. Il y a eu du Porto dans chaque verre, mais je n'ai remarqué de dépôt que dans un seul. Mais c'est dans le dernier verre qu'on remplit qu'on peut en déceler quelques traces. Soit à condition que l'on en soit au fond de la bouteille, mais elle était encore à moitié pleine et elle avait été agitée. Le dépôt était en suspension dans toute la bouteille. Et qu'est-ce que vous en concluez? Que l'on n'a bu que dans 2 verres et que l'on a versé les fonds dans le dernier afin de donner la fausse impression qu'il y avait sur place 3 personnes. Oui, je comprends. Et si j'ai raison, Watson, vous allez voir que
Cette affaire va se changer de cas simplement banal qu'elle était en énigme passionnante. Je crois que voilà le train de Kentish. Vous croyez? J'en suis sûr. Comment l'avez-vous entendu d'ici? Non, je n'ai rien entendu, Watson. J'ai seulement observé. Mon cerveau avait besoin d'un peu d'exercice pour se remettre de cette déception. Lady Brackenstall et sa suivante doivent avoir de bonnes raisons pour protéger le vrai coupable. Eh bien, mon cher, nous allons reprendre le tout à zéro, mais en nous fiant cette fois à nous-mêmes. Abbey Grange à bride abattue. Watson! Il semble que l'inspecteur Hopkins ait regagné son quartier général. Tant mieux, ainsi nous aurons les mains libres. Bien de siècles d'histoire, d'efforts, de progrès humains ne pourrait-on reconstruire à partir de ce cimetière de matériel agricole? Qu'est-ce que c'est? Watson, il n'est pas entièrement consacré au matériel agricole. Fudge. Requiescat in pace. La stèle tombale d'un animal familier. Elle a été brisée, réparée et rebrisée encore exprès, semble-t-il. L'histoire qu'elle raconte témoigne d'un récent passé. Watson, venez voir. Les restes d'un collier de chien. Fudge. Et vous? Un domestique aurait-il par hasard été récemment renvoyé? Non, monsieur. Oui, c'est ce que je croyais. Ce Fudge, le chien préféré de Lady Mary, on peut l'imaginer, meurt. On peut également supposer sans risque que la pauvre infortunée créature a été tuée en réalité. Tuée? Pour quelle raison? Raison, quant à moi, j'userais d'un autre terme, je dirais folie, et même folie furieuse. Par qui? Un ivrogne ravagé par l'alcool. Par un des meurtriers? Non. Par l'époux de Lady Mary. Le dernier des Brackenstall. Brackenstall. Réfléchissez. Personne, à part un membre de la maison, n'aurait pu commettre sans être renvoyé cet acte de vandalisme. Pourquoi donc Brackenstall entretenait-il une telle obsession contre une bête familière qu'il voulait en effacer jusqu'au moindre souvenir? Vous avez vu les marques sur les bras de sa femme? Oui, et cela m'a surpris qu'elle ne vous intéresse pas. Ce sont des blessures faites par une longue aiguille ou une épingle à chapeau. La malheureuse a dû vivre depuis 1 an dans une atmosphère de terreur, Watson. Faites attention! Watson, nous tenons la clé de l'énigme. J'ai failli passer plusieurs fois à 2 doigts de la vérité, mais j'ai enfin rassemblé presque tous les maillons de la chaîne.
Vous tenez nos hommes. Non pas nos, mais notre homme. Un seul homme, Watson. Mais une personne remarquable. Aussi forte qu'un lion, aussi agile qu'un écureuil, très adroite de ses mains et possédant des réflexes vraiment exceptionnels. Ah, Lady Brackenstall, je ne voudrais surtout pas vous importuner. Croyez-le bien, mon seul souci étant de vous faciliter les choses. Je suis convaincu que vous êtes en ce moment très éprouvé. Si vous vous fiez à moi comme à un ami, vous allez voir que je peux justifier cette confiance. Qu'attendez-vous de moi, Que monsieur? vous me disiez tout. Monsieur Holmes. Non, Lady Brackenstall. Cessez ce petit jeu. Vous devez connaître la réputation qu'on a bien voulu me faire. Je vais m'en tenir aux faits. Votre histoire est fabriquée de toutes pièces. Vous êtes un impudent personnage. Osez-vous insinuer que ma maîtresse vous a menti? Vous n'avez rien à me dire? Non, puisque je vous ai tout dit. Réfléchissez une fois de plus, Lady Brackenstall. Ne vaudrait-il pas mieux être franche? Encore une fois, je vous ai tout dit, cher monsieur. Je suis désolé. Le cordon de sonnette nous fournit des indications sûres et précises. Comment cela? Et si vous vouliez arracher un cordon de sonnette, où se romprait-il selon vous? Dans le haut, là où il est attaché au mécanisme, et non à 2 mains plus bas. Mais le cordon était usé. Ces traces d'usure avaient été faites avec un couteau. L'autre extrémité n'en portait pas. Si vous étiez monté comme moi sur le manteau de la cheminée, vous auriez pu le constater. Cocher, arrêtez. Watson, ce tronc n'a pas bougé depuis ce matin. Il s'est peut-être accroché quelque part. À moins qu'on l'ait ancré. Veillez à ce que l'inspecteur Hopkins ait ceci dès son retour, voulez-vous? À la gare de Chislehurst. Et maintenant, Holmes? Nous rendons visite à la Southern Cross Line. Oui, évidemment. La Southern Cross assure la quasi-totalité du trafic passager entre Adélaïde et Londres. Vous voyez. En mai de cette année, un seul de nos bateaux a regagné son port d'attache, notre plus belle unité, le Rocher de Gibraltar. Je vais demander la liste des passagers. Comment diable, monsieur Holmes, a-t-il deviné cela? Ah, nous y sommes. Miss Mary Fraser, d'Adélaïde, première classe, accompagnée par sa suivante. Où est le rocher de Gibraltar à cette heure? Ce jour, à 12 heures, il se dirigeait vers l'ouest, à travers le golfe d'Aden, monsieur Holmes, faisant route vers Suez. Ah, je l'espère. Est-ce l'habitude de transférer souvent des officiers d'un bateau à l'autre dans votre compagnie? Non, pas du tout. Et ce serait plutôt le contraire. Ah, ça y est, j'y suis, monsieur Holmes. Vous enquêtez sur les allées et venues d'un membre de l'équipage du Rocher qui a été vu il y a peu de temps, mais pas sur son bâtiment. Monsieur Viviani, votre perspicacité me laisse pantois. Ah, je vous assure, monsieur, que c'est en étudiant les nombreux ouvrages que votre ami a consacrés à vos méthodes que j'ai développé les facultés que je possédais. Vraiment, vous m'étonnez beaucoup. Watson, est-ce que vous notez? Sans doute. Aimeriez-vous que je vous dise ce que je sais au sujet de cet officier qui vous intéresse?
Ah, c'est l'heure du thé, Madame Burbage. Excellent. Eh bien, monsieur, le seul des officiers de ce voyage du Rocher qui ne soit pas à bord aujourd'hui est Jack Crocker. Un garçon vraiment remarquable. C'est bien cela, n'est-ce pas, Madame Burbage? Crocker leur fait cet effet. Un excellent garçon, toujours mis comme un prince et très aimé de ses hommes. Il a été promu récemment commandant de notre petit dernier, le Pas Bass-Rock, de thé pour moi, merci. et qui vient à peine d'être armé. C'est notre plus jeune capitaine. Mais il sera le meilleur. Pas un seul de ses collègues n'oserait s'opposer à lui. Il a, dirais-je, le sang chaud. Il est excitable, sans doute, mais très loyal, honnête. Et c'est être généreux. Il arrive parfois dans l'existence que l'on trouve sur son chemin des hommes qui possèdent à la fois des qualités de cœur et d'esprit. C'est un privilège de pouvoir les approcher. Crocker est du nombre. Plusieurs fois dans ma carrière, j'ai senti que j'avais dû faire plus de mal en découvrant le criminel que celui-ci en commettant son crime. Et j'ai beaucoup réfléchi. Je prendrai désormais plus de liberté avec la loi qu'avec ma conscience. Capitaine Crocker, asseyez-vous. J'ai reçu votre télégramme. Me voici à l'heure dite. Il paraît que vous êtes allé au siège de la compagnie. On ne peut pas vous échapper, n'est-ce pas? Eh bien, répondez! On ne joue pas au chat et à la souris avec moi. Que savez-vous? Donnez-lui donc un cigare. Mordez dedans, capitaine Crocker. Cela vous évitera de passer vos nerfs sur ma personne. Serais-je là à fumer avec vous si vous étiez un criminel ordinaire? Dites-moi, qu'avez-vous donc utilisé pour attacher les objets au tronc flottant? Je parierais pour du fil de pêche trouvé sur place, bien que je fusse absent quand on les a remontés. Me suis-je trompé? Qu'est-ce que vous voulez? Justice. Pour qui? Je n'ai pas de parti pris. Je veux seulement que justice soit faite. Un point, c'est tout. Eh bien, soit. Fil de pêche? Non, fil à voile. Ah, Une vieille habitude que j'ai prise lorsque j'étais simple novice à bord des voiliers. Aujourd'hui encore, j'ai toujours sur moi une pièce d'argent enroulée dans du fil à et un voile. couteau à plusieurs lames. Comment diable savez-vous cela? Qui êtes-vous? Maintenant, faites-moi le récit exact de ce qui s'est passé à Abbey Grange cette nuit-là. Soyez franc avec moi, je serai indulgent envers vous. Jouez-vous de moi, capitaine, et je serai impitoyable. Je prends le risque. Mais je tiens d'abord à vous dire que je ne regrette rien, que je ne crains rien, et que je referai ce que j'ai fait s'il le fallait, et que j'en serai même très fier. Mais cela n'engage que moi, et moi seul. Quand je pense à Mary, la douce Mary Fraser, me dire qu'elle pourrait être mêlée à tout cela de près ou de loin, je crois que j'en vomirais, messieurs. Quand j'ai fait sa connaissance, sur le rocher de Gibraltar, où j'étais alors premier lieutenant,
besoin d'air, monsieur Crocker. Je n'ai jamais dansé comme cela de ma vie. Vous dansez comme si vous étiez née pour cela, mademoiselle Fraser. Ce n'est pourtant pas le cas, je vous assure. Comment ne pas bien danser, conduite par un cavalier tel que vous? Elle se montrait avec moi aussi libre et confiante qu'aucune femme ne l'avait jamais fait, sans que cela n'aille plus loin. Je l'aimais, mais les sentiments qu'elle éprouvait pour moi étaient plus fraternels et amicaux. Quand nous nous séparâmes, je sentis que je ne pourrais plus jamais l'oublier, que son image resterait gravée dans ma mémoire. Au voyage suivant, j'appris qu'elle s'était mariée. Quoi de plus normal pour une jeune femme de sa condition à notre époque? Et j'acceptais la chose. Je croyais ne jamais la revoir. Au dernier voyage, je fus promu et le nouveau bâtiment n'étant pas encore lancé, je dus attendre quelque temps parmi les miens dans le Kent. Je savais où elle était, mais je me tenais à l'écart. Et puis un jour, j'ai croisé Teresa Wright par hasard. Elle me parla de sa maîtresse et de son mariage, de son ivrogne de mari qui la traitait avec cruauté. Savez-vous que le noble baronnet avait tué et brûlé son petit chien et la menaçait de mort? Et je dois vous l'avouer, j'avais le cœur plein de rage. Et je revis Mary. Je la revis encore. Jusqu'à ce qu'elle me prie de ne plus revenir. Et puis je reçus un message m'ordonnant de rejoindre mon bord. Vous êtes fou. On ne devait pas se revoir. Je dois partir, Mary. Mon bateau est enfin prêt. Ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Les choses pourront changer, qui sait? Vous allez vraiment partir? Il le faut bien, hélas. Vous ferez un excellent capitaine. Il ne faudrait pas laisser échapper une telle opportunité. J'ai peur pour vous. Nous n'y pouvons rien, hélas. Je sais, c'est bien ce qui me fait le plus souffrir. Je serais sûrement devenue folle ces dernières semaines si... Si. Mary. Si mes pensées n'étaient pas allées vers vous. Mon ami. Oui. Le mot ami me suffira. Il tempérera mon amour de vous si fort qu'il se suffit à lui-même. Oui, ami suffira. Oh, Jack, ne m'obligez pas à le dire. Cela ne pourrait rien nous apporter. Vous savez ce que je ressens. Vous croyez? J'en suis sûre. Alors je vais repartir plus heureux que je ne suis arrivé. Que Dieu protège la douce Mary Fraser. C'est tout ce que je demande. Partez maintenant, Jack.
Gardez-le en souvenir de moi. Enfin, je vous prends, madame, sur le fait. Voilà donc la cause de votre froideur envers moi. Vous exercez un métier, madame, le plus vieux du monde. Vous n'êtes qu'une catin, une prostituée. Et vous, monsieur, je ne sais qui vous êtes, mais vous ne valez guère mieux que cette garce. Ce n'est pas grave. Jack! Jack! Merci, capitaine. Buvez. Que s'est-il passé? Je l'ai tué. En êtes-vous certain? Tout ce qu'il y a de plus certain. Ah mon Dieu! Qu'allons-nous devenir? Fiez-vous à votre vieille Teresa. Votre mari vous a donné un coup qui aurait dû vous tuer, et la trace pourra assurer votre salut. Teresa avait gardé tout son sang-froid, et son plan était le même que le mien. Faire croire que les cambrioleurs étaient les auteurs du meurtre. Elle fit apprendre par cœur la version de l'histoire à sa maîtresse, pendant que moi je coupais le cordon de la sonnette. J'en ai filoché le bout pour que cela fasse plus vrai, et j'attachai Mary avec sur sa chaise. Quant à l'argenterie, inutile d'en parler. Oui, comme pour le 3e verre de Porto qui incriminait les Randall. Oui. Nous avons jeté le chandelier près de l'endroit où Mary était tombée pour y répandre de la cire. J'étais certain que la police ne chercherait pas plus loin. Quand je fus certain que ce sauvage était bien mort et que Mary était libre, je compris que j'avais accompli l'œuvre de ma vie. Et je le crois encore, même si je dois être pendu. Je vous ai tout dit. Je n'ai rien à ajouter. Vous m'avez tout dit, je n'en doute pas. Et si la suivante de Lady Mary n'avait pas été abstinente, si elle avait accepté le verre de Porto que vous lui offriez, vous m'auriez induit en erreur, comme vous l'avez fait de l'inspecteur de police. Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie? Comment m'avez-vous retrouvé? Nul n'aurait pu grimper sur la cheminée, sauf un acrobate ou un marin. Et seul un marin aurait pu faire les nœuds qui avaient ligoté Lady Mary sur sa chaise. Il était évident qu'elle voulait protéger une certaine personne, et pour courir un risque pareil, elle devait donc aimer cette personne.
Il ne fallait pas faire un très grand effort d'imagination pour supposer qu'il s'agissait d'un officier du bateau sur lequel elle s'était embarquée. Crocker. Vous allez avoir de la visite. Moi? Ma chérie, ces messieurs avaient tout deviné. C'est inutile de nier. Bien sûr. J'ai reçu un télégramme, moi aussi. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur Holmes? Il s'agit là, capitaine Crocker, d'un cas grave et très délicat. Je suis persuadé que sur la base des faits que vous avez tout à l'heure bien voulu reconnaître, un tribunal d'assises comprendrait sans doute que vous avez agi en état de légitime défense, mais ce sera toutefois au jury d'en décider en dernier ressort. Cependant, j'ai tellement de sympathie pour vous que si vous choisissez de quitter le pays dans les 24 heures, je m'engage à vous laisser le champ libre. Mais l'affaire viendra au grand jour. Oui, au grand jour. Pour qui donc me prenez-vous? Vous voulez que Mary reste ici sur place et risque d'être accusée de complicité? Non, il n'en est pas question, monsieur. Jack, acceptez, je vous en prie. Il n'en est pas question, j'ai dit. Mais du calme, voulez-vous, capitaine? Je voulais seulement vous mettre à l'épreuve. Watson, ce garçon est à mes yeux la franchise même. Et c'est une très grande responsabilité que je vais à présent endosser. Mais je vais procéder dans les formes légales. Crocker, vous êtes le prévenu. Watson, vous êtes à vous seul le jury. Et je ne connais pas un homme plus éminemment qualifié que vous pour jouer ici ce rôle. Et maintenant, messieurs les jurés, vous avez entendu les témoins. Jugez-vous le prévenu ici présent coupable ou non? Non coupable. Vox populi, vox dei, vous êtes acquitté, capitaine Crocker. Non. Non, je m'y refuse, messieurs. Capitaine. Et si la police arrêtait quelques malheureux bougres, qu'arriverait-il? Dans ce cas, j'utiliserai mes capacités. Et je prouverai à la police qu'elle se trompe. Mais si elle se retourne contre vous, je n'y pourrai plus rien. De toute manière, le risque est très mince. Partez et d'ici une année, tout cela sera oublié. Et puissent celles qui suivront justifier le verdict d'indulgence qui a été prononcé ce soir. Oh, non. Lady Mary, je suis intrigué. Vous avez tellement bien décrit la dépendance alcoolique de votre mari, quoique nous ayons appris qu'elle était un peu surfaite, que pour en donner une si nette description, je me Mon demande... père, docteur. Ah, Mon pauvre père était alcoolique, et c'est pourquoi il m'avait envoyé en Angleterre. Sa gentillesse envers moi était telle que je n'appréhendais pas ce vice chez mon mari puisque j'y avais été confrontée dans ma jeunesse. Combien de fois l'ai-je regretté par la suite? je vous remercie. Je comprends d'autant mieux votre attitude dans cette pénible affaire maintenant. Tous mes vœux vous accompagnent. J'ai l'impression que vous désapprouvez le fait d'avoir contribué au bonheur de ces jeunes gens. Oh non, pas du tout. J'approuve, bien au contraire, mais je suis mal à l'aise que vous ayez voulu cumuler les rôles et les fonctions d'avocat et de juge. Vous êtes trop préoccupé par la forme, Watson. La forme est le sel de la société, Holmes. Oh, On peut même dire qu'elle est l'homme. ah, ah, ah. Et c'est pour cela que vous êtes unique.